Vous êtes au 19h45, merci d'être des nôtres et bienvenue au sommaire de cette édition. La société civile reste sceptique quant à la présence de certains hauts gradés mis à la retraite au Conseil supérieur de la défense, une inquiétude que partage humblement le porte-parole de l'ANAD. La commission d'élaboration du Code de bonne conduite des journalistes de Guinée a été installée à La Hague. Les membres ont été désignés par les organisations de presse et plusieurs sous-commissions ont aussi été mises en place. Et puis rareté de petits poissons en mer, coup dur pour la pêche maritime. Au port de Cap-Oro, les pêcheurs sont nettement affectés. Ils s'indignent et menacent de prendre des dispositions pour lutter contre cette pratique, puisque les autorités ne semblent rien faire. 14 organisations de la société civile jouant le rôle de veille sur les engagements de l'exécutif surveillent de près les actes posés par le CNRD. Ces organisations ne comprennent pas la présence de certains hauts gradés mis à la retraite dans le Conseil supérieur de la défense. Le porte-parole de l'ANAD salue cette pratique, cette présence plutôt d'esprit, mais dit comprendre la démarche des nouvelles autorités. Mamadou Sadio Baldé a rencontré Kayemou Bogolo Haba pour en savoir davantage. Ce n'est pas à cause des moustiques qu'il faut brûler sa maison. C'est un devoir patriotique de les soutenir et de les guider. Cette voix tranchante du porte-parole de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique est loin de s'opposer à l'esprit et à la volonté des organisations de la société civile d'œuvrer pour le respect de la parole donnée. Mais pour ce point précis, il explique ce qu'il comprend du rôle du Conseil national de la défense. C'est un organe consultatif dont les membres sont convoqués en cas de risque majeur dans le pays. Et donc, il est important pratiquement de penser, de comprendre que c'est un rôle consultatif qui ne permet pas de garantir l'impunité aux membres. Kayemou Bogolo Haba met la balance entre les insuffisances de l'exécutif et les résultats attendus dans les réformes engagées. À juste titre, il salue l'audace du nouvel homme fort du pays à répondre aux exigences du moment. C'est une armée qui est en train de s'ouvrir vers la diversité guinéenne que nous voulons exactement dans la gouvernance. Et c'est là, il faut donc soutenir cette réforme qui vient de commencer. Toute réforme engendre des conséquences. C'est pourquoi il est important d'agir avec tact et pédagogie, d'où le besoin du soutien de la société dans sa diversité. Jouer à la carotte et le bâton, et la société civile, comme les partis politiques, doivent absolument s'intéresser de ne pas regarder uniquement cette petite partie de recyclage, mais plutôt toute la réforme qui est engagée. Le retour à l'ordre constitutionnel, la réforme de l'armée, une justice équitable pour tourner la page des crimes de sang et économiques sont entre autres des missions que le CNRD peut faire avant de céder le pouvoir à un civil, conclut Kayemou Bogolo Haba. Lancée à l'entame, la commission d'élaboration du Code de bonne conduite des journalistes de Guinée a été installée ce mardi à La Hague. Les membres de cette équipe ont été désignés par les organisations de presse. L'objectif est d'indiquer ce que les journalistes doivent et ne doivent pas faire. Rosaline Goto Monemo et Aliouba nous signent cet élément de reportage. La Hague trouve qu'il est indispensable que les journalistes aient un code de bonne conduite. Son président sollicite que ce code soit rédigé par les journalistes de la presse nationale. Pour cela, les représentants des associations de presse devront rechercher et analyser les versions de code de bonne conduite des journalistes de Guinée déjà existants et ceux des pays étrangers pour s'en inspirer. Tout à fait au début, on avait estimé qu'il fallait faire un code pour la transition, mais que ce soit une transition ou pas, le travail du journaliste ne change pas dans le fond. La présidente, le vice-président et le rapporteur ont été élus. Après l'élection, ils ont mis l'occasion à profit pour identifier des sous-thèmes et ont mis en place 2 sous-commissions de travail. Ce n'est pas pour la première fois qu'on a fait des codes ici, mais c'est des codes qui étaient bien placés pour des périodes bien déterminées, des périodes transitoires. Alors cette fois-ci, on a décidé de faire carrément le code du journaliste, tout court, que ce soit en période exceptionnelle, que ce soit en période normale. Cette commission est composée de 13 représentants des associations de presse et 4 commissaires. Ils veilleront à la conformité du code avec loi qui régissent la haute autorité de la communication.
Nous partons aux environs de Conakry. Les victimes des opérations de déguerpissement à Koya, réunies en collectif, invitent les nouvelles autorités à les rétablir dans leurs droits. Ils sont plus d'une trentaine de familles qui ont vu leurs concessions situées juste derrière l'hôpital préfectoral se faire démolir par les autorités. Ces victimes, affirmant être loin de la grande voie, estiment qu'ils ont subi un règlement de compte de la part des agents qui ont conduit cette opération. Idrissa Bari. C'est en mars 2021 que les habitants de la commune urbaine de Koya, secteur Labo, juste derrière l'hôpital préfectoral, ont appris que leur concession devrait être démolie. Une situation que ces derniers ne comprennent pas vu qu'ils sont loin de la route nationale et n'étant sur aucun domaine réservé de l'État. Ils ont mobilisé les agrégats ici juste pour me retirer ce domaine. Ils ont tout détruit aux environs de 20 heures. C'est eux qui savent leurs motifs parce que ce site est très loin de la route. Nous souffrons pour trouver de quoi manger. Nous avons construit ici pour nous mettre à l'abri. C'est cela qui l'ont démoli. Nous ne savons que faire. Ousmane Silla est un retraité DDG. C'est la deuxième fois qu'il est victime de déguerpissement. D'abord à Kaporora et ensuite ici à Koya, où il espérait vivre sa retraite dans la grande concession familiale. Rien, je quitte là-bas, fuir, venir sur mon papa. Voilà ce qui s'est passé ici aussi. La maison était détruite ici aussi. Ma famille est dispersée. On n'est pas ensemble. Je suis là seulement avec ma femme et quelques familles. Donc tous les autres ont dispersé, ils ont n'importe où, je ne sais pas. Mohamed Lamine Fofana est un jeune cadre évoluant à la direction générale du port autonome de Conakry. Héritier d'un domaine sur ces sites, il a contracté un prêt auprès d'une banque de la place pour réaliser cette villa qu'il a inaugurée en janvier 2021. 2 mois après, sa maison a été complètement cassée, comme on peut le constater dans ces images qu'il a tournées avec son téléphone au moment des faits. Je continue toujours à rembourser la banque. Parmi nous, il y a assez de retraités et d'autres n'ont même pas pu supporter. Ils ont succombé de nos jours. Pour ces victimes, cette opération est un règlement de compte des autorités locales afin de leur spolier leur domaine. Réunies en collectif, elles invitent les nouvelles autorités à leur venir en aide tout en les rétablissant dans leurs droits. On parle santé à présent. Le risque est encore là quant à l'enregistrement prochain de la 5e vague de la maladie à Covid-19 dans certains pays de l'Europe. Une menace qui plane aussi sur la Guinée vu les différents voyages qui sont effectués entre le pays et le continent européen. Pendant ce temps, les citoyens ont complètement boudé les opérations de vaccination engagées depuis plusieurs mois alors que le pays dispose à date en stock de plus d'1 million de vaccins contre la maladie. Reportage Ali Badara Camara, Amara Alexila, rendu par Mohamed Damaro Camara. La Guinée dans la phase de contrôle de la maladie à Covid-19. Sur 80 personnes testées lundi, seulement un cas a été notifié, soit un taux de positivité d'1,3%. À Conakry, beaucoup pensent que cette baisse est la preuve que la maladie est vaincue. Conséquence, les quelques vaccinodromes sont aujourd'hui rangés dans les oubliettes, même avec les stocks importants de vaccins que dispose le pays. Ce site de vaccination, par exemple, accueillait 600 candidats par jour. Aujourd'hui, impossible pour les agents de livrer 50 carnets. Il y avait un engouement fou à la porte, mais maintenant vous remarquez que les gens ont vraiment délaissé, je ne sais pas pourquoi. 6 mois après le lancement des opérations de vaccination, 1 371 867 candidats ont reçu les premières doses et 667 702 les doses complètes. Pour mieux contrôler la maladie, l'Agence nationale de sécurité sanitaire vise les 70% de la population guinéenne éligible. Une invite est faite à la population de venir vraiment incessamment se faire vacciner pour nous aider afin que nous puissions encadrer ce virus. En marge de la cérémonie d'adieu de l'ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire s'est prononcé sur une éventuelle déclaration de la fin de la maladie en Guinée. Nous entendons cette déclaration de l'OMS seulement vers mi-2022. Pour le moment 2021, quelle déclaration nous pouvons faire? C'est la déclaration, le contrôle des poussées épidémiques. En Guinée, 30 599 personnes ont été testées positives au Covid-19, dont 29 263 déclarées guéries. Le pays a enregistré 385 décès hospitaliers et compte 313 personnes isolées,
dont 193 dans les centres de traitement épidémiologique. La pêche maritime serait-elle menacée en Guinée? En tout cas, des responsables du port de Kaporo dans la commune de Ratoma s'indignent contre la pêche de petits poissons en mer, une pratique illicite qui risque d'affecter dangereusement leur activité. Si rien n'est fait par les autorités, ces pêcheurs menacent de prendre des dispositions contre les personnes qui se livrent à cette pratique nuisible pour la pêche. Les précisions avec André Mossier-Milimono et Ibrahima Sori Kamara. C'est une alerte que font ces pêcheurs ici, au port artisanal de Kaporo. La pratique de la pêche artisanale risque d'être fragilisée par des personnes qui se livrent à la pêche illicite des frétins. La pêche de ces poissons encore immatures appauvrit nos mers. C'est une loi internationale qui les exempte de la pêche. Donc la pêche, c'est les tailles normales du pêche. L'être humain mange, mais le frétin, c'est pas bon, ça appauvrit la mer. Plusieurs démarches ont été menées par ces pêcheurs pour freiner la pratique en vain. Ils accusent des responsables de certains ports artisanaux de cautionner la pratique, notamment celui du port de Dixine. Il y a des ports qui refusent catégoriquement d'empêcher cette pratique, telle que celui de Dixine. Ils ont refusé parce qu'ils ont des intérêts personnels. Si la majorité interdit et que toi tu refuses de le faire, c'est que tu y gagnes quelque chose. Le responsable du port de Dixine balaie d'un revers de la main toutes les accusations portées contre lui. Les détenteurs de grosses pirogues, selon lui, pêchent ces petits poissons. C'est faux. Moi, dans mon port ici, ce sont des grosses pirogues qui vont en mer. Ces pirogues, on les trouve au port de Kaporo et même à Boulbinet. Si nous voulons mettre fin à cette pratique, interdisons à ces grosses pirogues aussi d'aller pêcher en mer. La gendarmerie et la préfecture maritime sont totalement absentes selon ces pêcheurs. Les pêcheurs demandent l'intervention des nouvelles autorités. Autrement, ils prendront eux-mêmes des mesures. Tout pêcheur qui sera pris avec des petits poissons sera traduit en justice. Un responsable du ministère de la Pêche nous a confié hors micro que c'est un manque de volonté de la part de l'État pour mettre fin à cette pratique nuisible. Page noire dans cette édition, le monde du football guinéen est en deuil suite au décès du jeune Mori Bari qui était promu à un bel avenir. Le décès est survenu dans la soirée de ce lundi des suites d'une crise cardiaque en plein match de football. Les formateurs du jeune défunt se disent abattus par cette triste nouvelle et l'ont fait savoir au micro de Mohamed Sissé et Abdoulaye Kamara. Suivez. Promis à un avenir prometteur en football, Mori Bari ne pourra malheureusement plus réaliser ses rêves. Il s'est écroulé ce lundi au cours d'une rencontre amicale avec son club formateur FC Dorasso de Yimbaya. Il a donné une passe à son coéquipier qui n'a pas pu faire ce qu'il voudrait. Donc avec ce mécontentement-là, il parlait, il était mécontent. C'est pas le ballon venu, il a dégagé le ballon de façon mécontente. Donc de là, il était nerveux. Il a senti quelques douleurs, il s'est agenouillé. Finalement, il s'est étalé sur son long. Cet espoir du football guinéen a toujours mis d'accord ses différents formateurs, notamment ses dirigeants du club. Au-delà du ballon rond, qui demeurait sa véritable passion, Mori Bari partait assister un médecin dans la vente des médicaments dans une pharmacie. Ce directeur communal de la jeunesse de Matoto ne manque pas de mots à son égard. Je crois que c'était un jeune très respectueux, très engagé en matière de football, qui a voulu vraiment aller très loin pour vraiment donner un niveau de football rayonnant dans la commune de Matoto. Pourquoi pas participer dans l'équipe nationale pour que notre équipe nationale puisse être une équipe phare en Afrique et dans le monde entier. Ce qui est arrivé à cette étoile montante est certes un accident du football, mais le frère du jeune défunt interpelle les autorités sportives du pays. C'est une triste réalité dont, comment dirais-je, beaucoup de jeunes sont victimes. Mais nous demandons, nous implorons, comment dirais-je, aux autorités du sport de voir comment pallier ces problèmes, si c'est des problèmes qu'on peut éviter. Pour rappel, Mori Bari est le deuxième joueur dont le cœur a lâché sur un terrain de football après Mohamed Latij Kamara, décédé le 20 avril dernier à l'entraînement.
Paix à son âme. Tout autre sujet dans cette édition, tenue ce lundi à Conakry de la cérémonie officielle du John Watt Fashion Show de Aïssatou Sow. C'est une patiente drépanocytaire qui sort de son silence. L'objectif est de lutter contre la drépanocytose qui, selon elle, est la plus transmise et la plus tendue, reconnue comme 4e priorité de santé publique par l'ONU. En Guinée, par exemple, elle touche 4% des enfants et un adulte sur 4, soit un taux de 20% de la population. Suivez. Cette initiative vise à faciliter la visibilité et l'exportation du savoir-faire artistique et artisanal guinéen. Elle permet par ailleurs de lever des fonds pour une cause solidaire qui touche des millions de personnes à travers le monde, la drépanocytose. Aujourd'hui, plusieurs personnes qui me connaissaient depuis des années apprennent à connaître une nouvelle facette de moi qu'ils ne connaissaient pas, notamment Aïssatou, la patiente drépanocytaire. Et donc pour moi, c'est déjà un combat de gagner parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une maladie qu'il faut cacher. Elle souhaite cependant l'engagement des autorités guinéennes à comprendre mieux les patients afin de rendre l'accès aux soins gratuits. L'engagement va se porter donc à 3 niveaux. D'abord, un engagement au sein des familles, à comprendre mieux les patients, à être plus tolérants, à être plus disponible pour les accompagner en situation de crise. Mariam Touré, Miss Guinée 2019, évolue dans l'humanitaire, n'a pas manqué à ce rendez-vous. Elle trouve très noble la collecte de fonds pour ces personnes malades. Déjà qu'elle est victime de la drépanocytose, c'est pas facile pour elle. Et ce qui me touche, c'est que derrière cet événement, il y aura des récoltes de fonds en faveur des personnes qui souffrent de la drépanocytose. Donc c'est ce qui m'a vraiment touchée. Pour aider les patients souffrant de drépanocytose, l'organisatrice Roenwe Fashion compte organiser le samedi 23 octobre un don de sang de 8h à 18h au chapiteau du Palais du Peuple. Un reportage de Marissa Camara. Ce journal s'achève. Il a été réalisé par Fatoumata Bintabari. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Daouda Mohamed Camara. Prenez soin de vous et bonne soirée sur Espace TV.